de 8 ans, à l'âge de 7 ans, 96, 97, vous voyez 10 joueurs, 9 noirs et 1 blanc. Qui on doit retenir? John Stockton. John Stockton. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce gars-là? Vos premiers points, c'est lesquels? Moi, souvenir, c'est son match contre les Rockets. Où là, on a vraiment vu toute sa palette offensive. John Stockton. Parce que Stockton, on peut vite croire que c'est juste un passeur, mais quand on voit son Game 6 contre les Rockets, on voit que c'est plus qu'un passeur. Moi, premier souvenir Stockton, ça va être basique, hein, c'est les finales contre les Bulls, hein, j'étais petit. C'est les premiers matchs qu'on regardait quand on est petit. C'était Chicago parce qu'on voulait voir Michael Jordan. Et du coup, là, on voit un blanc en face qui tire. J'ai dit. C'est ça. c'est ça, exactement. Mais franchement, moi-même, c'est pareil. Hein. 9 mecs, tous stokos. Et tu vois un gars, il est tout gringalet, tout frêle, tout petit, tout frêle. Pas de dégaine. Sans bat les reins. T'as l'impression, c'est un ovni par rapport à tous les mecs. Et en plus, c'était l'époque où la NBA commençait à devenir un peu hype, un peu style, à rentrer avec la mode, avec le côté rap. Bling bling, Jordan, c'est ça, Jordan avec Nike, il y avait ces choses-là. Aussi, et la fin des années 90 aussi, du coup, qui enchaîne après avec les arrivées d'autres meneurs plus bling bling comme Iverson. Et lui, il est à contre-courant dans ce game-là, en fait. Totalement, et même avant lui, le meneur qu'on regarde, c'est Magic Johnson. Donc tout le monde est à la recherche d'un meneur grand comme Magic Johnson. Tout le monde veut faire comme Magic Johnson. Et là, en fait, t'as Stockton qui ou charismatique comme charismatique comme Magic Johnson. Et là, t'as Stockton, 1m85, qui sort d'un petit programme. À l'époque, Gonzaga était un petit programme. Il sort de nulle part, 16e position. Ouais, petite fac, hein. Ouais. Gonzaga, et puis il arrive en NBA, il est pas titulaire au départ. Il fait des saisons sur le banc où c'est Ricky Green qui était le All-Star des Jazz. 3 saisons. Il arrive à une époque où il n'y a pas encore Malone qui est drafté l'année d'après. Donc au départ, il est sur le banc, il fait des petites saisons à, je crois, 7 points par match. Ouais, il en fait 3. C'est ça, quelques bonnes passes D, ouais. Oui, il fait 3 saisons à 3 saisons où il est juste. Il joue pas beaucoup. Non, il joue pas beaucoup, c'est un joueur de rotation, c'est un espoir. Il est déjà très efficace. Sur son temps de jeu, il est déjà très efficace. C'est un bon joueur. On se pense pas qu'il va atteindre ce niveau-là, en fait. On se dit c'est un bon joueur. C'est un bon petit joueur pour la NBA. À l'époque, il y a déjà des stars à son poste, comme on a dit Magic et Isaiah Thomas, qui attrape toute la lumière sur cette époque-là, les deux qui ont gagné des titres qui ont été importants et lui qui essaye du coup qui commence à se faire un nom mais qui n'est pas encore le Stockton que l'on connaît. Il commence avec 3 saisons à 7 points de moyenne environ et il va devenir 10 fois All-Star, 9 fois meilleur passeur de la ligue, 2 fois meilleur au style, 5 fois All-Defensive, 11 fois All-NBA, 1 fois MVP des All-Star Games, 2 fois champion olympique. C'est une carrière incroyable. Ça tombe bien que t'en parles. Une carrière en double-double aussi, 13,1 points. Tu voulais dire quoi sur les Je me demande en fait, justement si c'est pas les Jeux Olympiques qui le font vraiment rentrer dans une autre dimension en fait. C'est arrivé en fait d'être avec la Dream Team et tous ces grands joueurs, de bénéficier de cette place qu'il a à la base qu'il ne devait pas avoir au départ. Exactement. C'est le problème qu'il y a eu avec Isia qui lui donne cette place là et qui le font rentrer dans une autre dimension où il fait partie du coup de la Dream Team. Asia ne lui donne pas, hein. C'est Michael Jordan et Magic Johnson qui ont le contre Isaiah Thomas sous les conflits NBA. Et comme Malone aussi est ami avec Stockton et qu'il ne s'entend pas aussi avec l'autre, il y a tout un bashing qui se crée et là Stockton bénéficie de cette place et là il se fait montrer aux yeux du monde en fait. Alors concrètement, John Stockton, l'année où il démarre, où il prend vraiment ses responsabilités, c'est en 87. Moi j'ai les stats de cette année-là parce que il n'y avait pas encore le trophée MIP, c'est-à-dire le trophée du la meilleure progression de l'année. Lors de la saison 86, il est à 7 points par match, donc 7,9 points, 8 passes D, il a 49% au shoot et 17% à 3 points, ok ? L'année 87, justement, l'année de l'explosion, il passe à 14 points par match, 13,8 passes D. En combien? En 82 matchs de saison régulière. En plus, à une époque où les scores n'étaient pas flamboyants. À 3 points et 57% à l'échelle globale au shoot. C'est incroyable. J'ai même noté ces 3 saisons entre 89 et 91. Alors, 89, il nous fait une saison à 17,1 points, 13,6 assists, 3,2 steals, 54% au shoot. Yes. Saison d'après, pareil, 17,2 points, 14,5 assists, 2,7 assists, 2,7 steals et 42% à 3 points. Et 91, 17,2 points, 14,2 assists, 2,9 steals, 51%. T'as quelle saison là? C'est entre 89 et 91. Okay. Après, c'est en 93 qu'il est vraiment reconnu à sa juste valeur en obtenant le titre de MVP avec Malone. All-Star Game.
Du All-Star Game. All-Star Game où là il y a tous les grands joueurs qui se réunissent. Et à l'époque le All-Star Game ça voulait encore dire quelque chose. Et il faut. Et du coup c'est là qu'il se fait vraiment remarquer. Et ensuite le 95 c'est l'année où il dépasse Magic. Alors pour terminer avant 93, il faut également dire que ce All-Star Game était à Salt Lake City. Il était dans l'Utah, une région, et d'ailleurs même la franchise NBA la plus détestée des États-Unis. Ça fait des années que c'est comme ça. Alors la NBA a été intelligente en plaçant le All-Star Game à Utah justement pour la visibilité et puis surtout en sachant qu'il y avait de grosses têtes, parce que avant de parler du record en termes de passing, on peut également évoquer le duo avec Karl Malone quand même. Depuis Magic Abdul-Jabbar, c'est peut-être la deuxième fois de l'histoire où on voit un duo meneur intérieur aussi impressionnant en fait. Mais c'est surtout que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le pick and roll, les gars. Mais tout le monde sait qu'ils vont faire la pick and roll, mais ça va passer à chaque fois. Et ça parce passe. Que c'est Stockton, principalement. Malone, excellent finisseur, mais Stockton, il va toujours trouver la brèche, l'endroit où mettre la passe. Toujours. Il casse le nez. Il casse l'arcade. C'est pas pour rien qu'il a plus de 15 000 passes en carrière. Alors, moi j'ai une citation de Stockton, si ça vous dérange pas. Alors Stockton, je cite: « Je ne suis pas le meilleur athlète, et encore moins le plus doué. Mais je garde les pieds sur terre et je joue avec ma tête. Il faudrait peut-être parler à Russell Westbrook à ce sujet. Moi, ça me fait bien penser à la Dream Team, cette phrase-là où tu vois justement, comme tu dis, des noirs qui sautent de partout, qui claquent des deuils, tout ça. Et à côté de ça, il y a un petit blanc qui balance des passes un peu partout, genre derrière le dos, en arrière. Et là, t'as Jordan qui saute partout. Mais quand tu parles des passes, c'est vraiment dans le timing dans lequel il est fait. C'est ça, il est fait toujours au bon moment. C'est parfait. Quand il fait la passe, le mec il a juste à déposer en fait. Il en fait pas trop en plus. C'est pas des passes qui sont acrobatiques ou je ne sais quoi, la Magic. C'était pas le Showtime, c'est simple. Toujours ça. En fait, il a la capacité de prendre des choses, de faire des choses simples et de les rendre très dangereuses. Il les rend efficaces. Il les rend très dangereux. Vraiment, quand il fait une passe, le mec, il a juste à déposer. En fait, il lui libère de 2 mouvements à faire. Vraiment, il lui libère plein de choses. Il lui fait gagner 1 seconde sur son vis-à-vis et le mec, il a juste à déposer. Karl Malone, il a tout le temps fait plus de 20 points, 10 rebonds. C'est la différence qu'on peut faire avec Magic. Magic trouvait peut-être des angles de passe et des passes que d'autres ne voyaient pas, et parfois des passes qui sortaient de... Et il n'avait pas la même dimension physique que Stockton. Il n'avait pas la même dimension physique. Parfois Magic allait au panier. Magic Johnson faisait plus de 2 mètres, donc déjà il a plus de vision, donc il peut faire beaucoup plus. Il y a beaucoup d'actions, on voit Magic qui fonce au panier, on pense qu'il va te taper un dunk et au final il te fait une passe derrière le dos incroyable. Alors Stockton c'était plus simple mais plus efficace peut-être dans la passe pure qui va directement trouver son intérieur, et l'intérieur qui a plus qu'à pousser la balle dans le... C'est moins on va dire flamboyant, moins spectaculaire, mais c'est plus efficace peut-être. C'est très efficace. Bon, écoutez, j'ai une citation encore une fois de son coach. Alors je parle de son coach à Gonzaga, Dan Fitzgerald, qui dit John Stockton a toujours eu une image d'ange, mais ce gars peut vous sauter à la gorge pour emporter un match. Alors pourquoi cette citation, je me permets de la dire? Défensivement, parce que certes, on le voit avec un corps tout frêle, on se dit on a affaire à quelqu'un d'assez inoffensif, il est agressif, toute proportion gardée, parce qu'on est quand même en NBA. Mais au-delà de l'agressivité, vous avez affaire à l'un des joueurs les plus vicieux de la NBA. Il est agressif. Il y a plusieurs vidéos, je m'en souviens même de la finale 97-98 dont tu as parlé justement, Samuel, où tu as John Stockton qui met pas mal de petits coups comme ça dans le dos. Des interceptions au match 4 justement contre Michael Jordan, notre finale, une interception exceptionnelle. Et après il fait une passe football américain pour Malone après. Donc au travers de cette action-là, on s'aperçoit que John Stockton, c'est pas qu'un meneur, c'est également un énorme compétiteur. Après ces joueurs-là qui sont arrivés en NBA fin des années 80, ils ont été confrontés à des vrais voyous, que ce soit les Pistons ou même d'autres équipes qui étaient vraiment comme ça, et je pense que ça les a forgés aussi dans leur manière de voir le basket, et que ces gars-là, quand ils se retrouvent après dans les années 90 avec des jeunes peut-être un peu plus dans le style, dans la dégaine ou autre, ça on voyait qu'ils avaient plus la dalle. D'ailleurs, les nombreux combats qu'il a eu contre Magic ou Isaiah Thomas, les gros matchs où il y avait du vrai répondant. Parce qu'ils sont dans la même conférence Ouest. Il y a aussi le match qu'il a quand, justement, après les JO, avec Isaiah qui revient le couteau entre les dents, où il lui claque 40 points, je crois, dans la tête. Et après, le match d'après, il y a Malone qui lui ouvre l'arcade, là. Oui, c'est ça. C'était quand même il y avait de l'animosité. C'est ça, il y avait de l'animosité. Stockton était obligé de montrer aussi qu'il avait du caractère et qu'il n'était pas là par hasard. Et ça correspondait bien quelque part aussi à l'image d'Utah. J'insiste bien sur l'image d'Utah. Pourquoi? Comme je l'ai dit, donc c'est la franchise des Mormons. On connaît. Bon,
On va pas rentrer dans les détails par rapport à ça. C'est pas une équipe qui en NBA fait rêver les petits, c'est pas l'équipe. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on les. D'ailleurs, même Canal+, si vous vous souvenez au niveau des commentaires, plaçait un petit peu Utah comme étant l'ennemi. C'est l'équipe de beauf. Avec Drago et puis avec aussi. En fait, c'est que vous avez les Lakers, les Bulls, c'est ça. Les médias, et Utah, c'est l'équipe qui fait chier, quoi. Exactement. C'est-à-dire que concrètement, Utah, il y a pas beaucoup de visibilité, ce qui a peut-être même empêché aussi à Utah de passer à un autre niveau en termes de niveau. Même Malone, il est niveau dans sa dégaine. En termes de niveau, pourquoi? Parce que Utah sur la partie mercato, qu'on va appeler ça en Europe, on appelle ça la partie free agent. Utah avait peu d'attractivité qui permettait de pouvoir avoir d'autres joueurs autres que Stockton, Malone, qui était l'axe de la franchise. J'ai All-Star autour d'eux, à part Hornacek qui a fait qui a été une fois All-Star. Il y avait quoi? Il y avait Brian Russell, mais qui était un bon défenseur. Un bon shooter. C'est des bons joueurs, mais il a jamais été All-Star. T'avais des joueurs de devoir comme Ostertag. Ostertag, oui. Ouais. Eaton avant, un gros contreur, Mark Eaton. Howard Isley, meneur remplaçant. Ouais. Après, à cette époque, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient comme ça, qui avaient 2 gros joueurs et qui après avaient. Qui restaient très longtemps aussi. La partie free agent était beaucoup plus moins active qu'actuellement. C'était ça. Moi, je trouve ça bien qu'il soit atterri à Utah. Parce que vraiment, je pense que c'est un environnement qui a permis d'atteindre ce niveau. Je pense que s'il était dans une autre franchise, il aurait jamais fait autant de passes, jamais fait autant de steals, jamais été aussi dominant. Et moi, je trouve que en fait, Utah, c'était vraiment le fit parfait par rapport à sa personnalité, son style de jeu. C'était parfait. En fait, c'est comme si en fait toutes les étoiles étaient alignées en fait. Exact. Les étoiles étaient alignées pour Stockton. En termes d'image, de caractère, de personnalité, d'environnement, c'est exactement ce qui correspond à John Stockton. Pourquoi? Parce qu'il le dit encore une fois, moi j'aime pas les photos, j'aime pas les médias, j'aime pas quand on vient me chercher, j'aime pas les interviews. Moi je suis un bon père de famille, conservateur, un an à l'église tous les dimanches. J'insiste bien là-dessus, ça peut être pour tout le monde. Et concernant, pour terminer avec John Stockton, Karl Malone, c'est le même trait, c'est les mêmes traits. Bon, c'est vrai qu'il y a c'est des gars qui faisaient un peu has-been en fait. Même tu vois quand tu vois les couleurs du maillot et tout, par exemple, tu vois les Lakers, c'est le violet, le jaune, les rouges, les Bulls. Ça pète. Et eux, ils arrivent avec leur maillot bleu avec des montagnes, là, blanc, un peu. C'est pas leur problème. Comme ça. D'ailleurs, je le trouve beau ce maillot. En fait, je sais pas, ils arrivent avec sa moustache. Ils sont pas là pour l'exposition médiatique. Exact. Non, esthétiquement, c'était pas les gars que tu disais quand t'es petit, tu dis concrètement, on peut dire que John Stockton représente l'Amérique blanche, classe moyenne, ouvrière, il faut le dire, et concrètement, ça a fait du bien quelque part aussi à l'image de l'NBA. En fait, il y avait eu Larry Bird avant quand même en joueur blanc qui avait eu cette dimension-là quand même. C'est vrai. Mais Stockton, c'est vrai qu'il rajoutait Larry Bird avait peut-être un côté plus marketing. Que Stockton, c'est vraiment comme il dit le petit blanc qui sort de nulle part en fait. Larry Bird était attendu. Stockton n'est pas attendu. Bah oui, parce que Stockton sort 16e de la draft. C'est ça. Et Larry Bird, je connais pas le chiffre. Je crois pas qu'en fait Larry Bird c'est déjà quelqu'un quand il arrive, c'est déjà quelqu'un. Il y a déjà la bagarre avec Magic Johnson, déjà la rivalité qui est déjà naissante. Il arrive à Boston en plus, enfin Boston Lakers, ça a tout de suite fait le. Alors tu parles justement de Larry Bird qui lui est très porté sur le trash talking. Alors John Stockton, c'est pas du tout son cas. Du tout. Alors moi j'ai une citation de Gary Payton. Qui dit lui qui lui est très branché trash talking par contre. Ça on peut le dire, de la même génération, un meneur des Sonics pour rappeler à nos plus jeunes auditeurs que quel maillot. Là on a affaire aux années 90 donc quel maillot justement des Sonics de Seattle. J'espère qu'il sera qui était en grande rivalité justement avec John Stockton. Sur ce duo avec Sean Kemp. Avec Sean Kemp qui était justement quelque part c'est aussi une rivalité vraiment aussi entre les postes concernés. C'est ça. Sean Kemp poste 4, Karl Malone poste 4 et John Stockton et Gary Payton au poste 1 bien entendu. Alors, je cite Gary Payton, c'est le joueur le plus dur auquel j'ai eu à défendre. Insensible au trash talking justement. Insensible. C'est-à-dire Gary Payton disait plusieurs fois je l'insulte, je lui parle mal et John Stockton il me regarde, il me dit rien. Il s'en fout. Il me dit rien parce que j'ai pas réussi à rentrer dans son mindset, à rentrer dans sa tête pour le perturber. C'est ça justement la qualité d'un joueur, de ne pas se laisser absorber par les événements extérieurs. Et on avait l'impression, surtout moi qui regardais l'NBA des 90, c'est que Utah perdait beaucoup au cours des années 90 au niveau des playoffs. Ils ont beaucoup galéré au début. Ils n'ont pas gagné régulièrement, ça a été compliqué. C'est pour ça que même les années où Jordan n'est plus là, au final, ils perdent toujours contre. Mais ils commencent à vieillir. Ils commencent à vieillir aussi. Ils commencent à vieillir après 98. Non, je parle des années avant. L'année de la première pause de Jordan, ils perdent contre Houston. Oui, Houston les sort. Houston qui les sort quand et les Sonics les sort de 196 aussi. Justement, c'est pour ça que j'allais te dire justement, c'est peut-être là que c'est plus dramatique, c'est que Payton a réussi à les battre en 96 sans rentrer dans sa tête. Yes, c'est ça. Donc s'il était rentré dedans, tu parlais de
de son calme à John Stockton. En fait, c'est là où je vois que c'est un peu un leader. Vraiment, il a toujours ce contrôle émotionnel. Il est toujours calme. Contre les Rockets ou même contre les Spurs, j'ai un match contre les Spurs où il fait 20 points, 28 assists, 8 steals. Le mec, il fait ça, mais en fait, pendant tout le match, il est calme. Genre vraiment, à aucun moment tu l'entends, tu le vois dans un état émotionnel. Il fait ça, mais d'une manière calme. C'est après, en fait, justement, comme tu dis, c'est incroyable. C'est ce côté en fait qu'il soit pas dans la hype ni dans ces choses-là. Justement, c'est peut-être ça qui le rendait hermétique en fait à tout ce qui se passe autour et qui faisait qu'il était juste concentré sur son jeu et que ce qui se passait autour. Et c'est pour ça, pour moi, je trouve que c'était vraiment un leader. Vraiment, pour moi, à Utah, c'était un leader à Utah. Et aussi, c'était un exemple par sa par son éthique de travail, parce que pour en arriver à là où il en est arrivé, il faut avoir une grosse éthique de travail. Il faut aussi briser plusieurs codes, briser plusieurs barrières, parce que ce qu'on attend d'un meneur à son époque, c'est un meneur qui fait 2 mètres, qui est physique et un 90 quand même. Oui, mais parce qu'il y a Magic Johnson. Oui, Magic Johnson, il sort du lot. Isaiah Thomas était plus petit que Stockton, hein. Beaucoup plus petit. Ouais. On veut un peu ce type de profil. Et en fait, continuer à travailler, à poursuivre un peu ce rêve d'aller en NBA, alors qu'on cherche un autre profil, comme c'est remarquable. Donc c'est en ça pour moi, il est un leader, son calme, son éthique de travail. Mais après, moi, tu vois, et aussi en fait, comme on l'associe beaucoup à son record de passes, on pense que c'est uniquement qu'un passeur. Mais vraiment, il a un drive sous-estimé. Et le mec, c'est bien drivé. Ouais. Le mec, justement, t'as raison. Il est très très bon. C'est ça que je voulais rebondir. Mais justement, c'est peut-être ça qui a été pour moi son point fort et aussi sa faiblesse, c'est que pour moi, il aurait pu être un meilleur scoreur. Je pense qu'il avait les capacités pour l'être. Il avait les capacités pour l'être, mais le fait qu'il soit mis en retrait justement pour Malone et qu'il soit mis dans ce rôle pour l'équipe, c'est ça pour l'équipe et dans ce rôle de passeur, je pense que ça a servi Utah à énormément jusqu'à les emmener en finale ou autre, mais que ça a aussi desservi dans les moments où il aurait fallu peut-être mettre ce coup de bâton où il s'est mis un peu en retrait et qu'il a un peu plus. En fait, c'est ça, ce genre de ce meneur-là qui est vraiment très dans la distribution, dans le jeu, dans tout ça. Et parfois, au moment où on les attend pour tuer le match, ils ne prennent pas les choses en main et ils délèguent un peu aux autres. Alors pour terminer avec juste pour donner un petit point en termes de passing, t'as parlé des passes justement. John Stockton, j'ai 15 806 passes D. Oui, c'est énorme. Assist en NBA de toute sa carrière. Plein de paniers, par exemple, parfois il peut marquer ou il fait la passe. C'est numéro 1 en NBA, bien entendu, de l'histoire. Le deuxième est à 12 091. On parle de Jason Kidd, bien entendu. 12 091. Et en termes d'interception, qui est également le meilleur intercepteur de l'histoire en NBA. Sa défense, c'était incroyable. Avec 3265 interceptions. Moi, sa défense m'impressionne plus que les passes, parce que sa défense, le fait qu'il soit si peu athlétique et qu'il joue face à des joueurs autant athlétiques et qui réussissent à être aussi bons en défense, pour moi, c'est plus impressionnant que ces passes-là, en fait. Moi, j'explique par 2 choses. C'est déjà sa lecture du jeu. C'est ça. Vraiment, j'ai une action en tête. Il est dos au ballon. C'est San Antonio qui attaque. Il est dos au ballon. Et en fait, juste en regardant les mouvements des joueurs de San Antonio, il se retourne pile au moment où la passe se fait, il intercepte et là contre-attaque. Parce qu'en fait, il lit le jeu. Il avait une lecture de jeu incroyable. Il y a un deuxième point, c'est en fait, j'ai l'impression il attendait souvent des match-up entre 2 joueurs, 2 intérieurs qui étaient en match-up. Et il attendait le moment où l'attaquant était un peu en tunnel vision, parce que quand on est en contrat, des fois on rentre dans un tunnel vision, on voit plus ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, il avait cette capacité d'intercepter au moment où le gars était en tunnel vision et hop, mais elle est passée où la balle ? En fait, c'était Stockton qui était venu en aide et récupérer le ballon et lancer une contre-attaque. Et j'explique, c'est comme ça que j'explique son chiffre pour les styles, et aussi pour se rendre compte que son record d'interception est énorme. Peyton est à 2445 assists, qui est considéré comme l'un des... ou interception Steals. Pippen à 2307, Michael Jordan à 2514. C'était un gros défenseur. Isaiah Thomas à 1861. Il a limite le double de Isaiah Thomas. C'est pour dire que après, il joue beaucoup plus longtemps que les autres. Son record, il a joué 19...
c'est encore la longévité, oui, je suis d'accord. Sa longévité. En parlant de longévité par rapport à Stockton, je crois qu'il a 4 absences, 4 matchs manqués en près de. Après, le fait d'avoir plus de 15 à le fait d'avoir un jeu qui est basé plus sur il fait 22 absences en 19. Le fait qu'il ait un jeu qui soit moins basé sur l'athlétique, il a un jeu qui est pas basé sur l'athlétique, donc qui permet de jouer plus longtemps aussi. Oui, mais après il y a ça, mais aussi le côté de récupération, alimentation, c'est un peu comme l'hygiène de vie. Il faut en parler parce que c'est ce qu'on entend souvent. Dans tous les sports, les joueurs qui sont pas athlétiques font plus longtemps que les joueurs qui se basent sur le physique quand même. C'est ce qu'on vend aujourd'hui. Quand un joueur est sur le physique, dès qu'il a une blessure, après techniquement, si ça suit pas, on peut pas faire carrière. Juste pour donner un point, moi j'aimerais aussi parler par rapport à John Stockton et la fidélité bien entendu de ses 19 ans en termes de franchise avec le Jazz. C'est énorme. Là-dessus, est-ce que vous connaissez la clause KD? Non. KD. La clause KD. Tu vas nous l'apprendre. Ouais, en fait c'est cette clause. Alors déjà pour vous dire, c'est que Karl Malone et John Stockton n'ont pas d'agent pour gérer leur contrat. Ils ont une telle confiance avec le propriétaire Miller qui a racheté le Jazz en 84 à 8 millions de dollars. C'est pour vous dire les prix de l'époque, ce qu'il y a par rapport aujourd'hui. La clause qui dit quoi? Dit que John Stockton peut pratiquer toutes les activités avec ses enfants, y compris les activités sportives. Si vous savez bien, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs NBA, notamment les joueurs professionnels, quelle que soit la discipline, n'ont pas le droit à effectuer des activités sportives en dehors, bien entendu, de leur contrat pour éviter les blessures, afin que l'assurance puisse vous couvrir pour éviter tous ces risques-là. Et ben, John Stockton avait le droit à cette clause, la clause qui disait justement, tu peux faire ce que tu veux en fait. Parce que le niveau de confiance qu'avait atteint propriétaire Miller avec John Stockton était tellement élevé que papa, tu es de la maison en fait. Mais après, est-ce que maintenant, avec les contrats publicitaires, est-ce qu'il avait beaucoup de contrats publicitaires qui faisaient que ça pouvait mettre en danger des contrats? Pas forcément, forcément. C'est vrai. Parce que Michael Jordan, s'il se blessait en jouant au basket avec son gosse, il tuait Nike, il tuait tout le monde aussi après. C'est pas la même chose. Pour te rééliminer, vous placez Stockton où dans l'histoire? Vous le placez où? Tu parles en classement meneur all-time? Pour vous, on est là pour ça. Moi, je le mets deuxième meilleur meneur all-time. Tu mets qui premier? Magic Johnson. Vas-y. Ouais. Moi, ça va être pire, Damas. Mais quatrième, moi. 4. Je mets premier Magic. Deuxième, je mets Isia, c'est non négociable. Et troisième, là, je vais te faire sursauter, là. Troisième, je mets Curry. Qui a fait gagner son équipe, contrairement à Stockton? Non. Déjà, il a pas affronté les mêmes adversaires. C'est de mettre Curry après, il faut parler de génération ou autre. Il a quand même fait gagner. Je suis d'accord. Maintenant, pour ma part. Je suis d'accord avec Samuel, c'est pas scandaleux de mettre Curry dans son top 5. Il a été le leader d'une équipe qui a gagné. Vous pouvez le faire. Moi, concrètement, je mets. Il a révolutionné. Après, si vous voulez vraiment être pointilleux, allez, je le mets troisième devant Curry si ça dérange. Les Isia, ça bouge pas. Les Isia ne bougent pas. Moi, concrètement, pour donner mon point de vue, je mettrais Stockton en numéro 1 pour sa qualité de jeu sur le terrain en tant que all-around player également, c'est-à-dire capable de jouer sur les deux côtés, ce que n'est pas forcément capable Steph Curry, bien le fait qu'il soit très performant au niveau offensif. Et moi, je tiens à lui rendre hommage pour sa longévité et pour sa régularité au très très haut niveau. Et aussi, j'aimerais ajouter une chose. Si on devait mettre une définition au meneur de jeu, je pense qu'on mettrait Stockton.